Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes avec Maurice Barthélémy. Bonjour Maurice. Bonjour Virginie. Qui va nous parler de son ouvrage L'expérience, paru aux éditions Plomb. Alors, c'est un roman qui met en scène Léo. Oui. Donc Léo, le personnage principal, qui nous fait penser au lion latin évidemment, celui qui dirige un petit peu tout. Et là, il en a assez, il est assommé par sa vie, une journée, on va dire, de merde, très difficile. C'est ça. Et donc, il rentre dans un cinéma. Ouais, exactement. En fait, Léo est un peu au bout de sa vie. Il n'y a rien qui va dans sa vie et il se dit qu'il va faire une pause pendant 2 heures, le temps d'un film. Et il choisit pas vraiment le film dans lequel qu'il va aller voir. Il rentre dans une salle de cinéma et il s'installe dans cette salle. Voilà. Il se dit, peu importe, alors le rituel du cinéma, c'est la mini-fête, mais lui, là, c'est l'évasion, il faut faire une grosse pause. Exactement. Et puis, donc, il s'assied et il entend, au bout d'un certain temps, que quelqu'un rentre. Donc, sur le coup, ça le dérange un petit peu quand même, cette présence, et c'est une femme. Et là, il se dit, mais qu'est-ce qu'elle peut bien faire là, cette femme, en plein après-midi Et donc, cette dame, on saura plus tard que donc elle s'appelle Théa. Donc, évidemment, qui nous fait penser à Théo et à Dieu. Hein. Et donc, elle est très mystérieuse. D'ailleurs, il nous le dit, hein, c'est une femme un petit peu mystérieuse. Alors, je vais citer le texte. Elle sent les choses. Parce que déjà, elle le voit, et de le voir de dos, elle s'imagine donc ce qu'il est, etc. Ou peut-être le connaît-elle. Ça, vous le découvrirez à la lecture. Et donc, lui, voilà, se rend compte que cette dame, finalement, elle est assez mystérieuse. Mais voilà, ça lui déplaît pas. Ouais. Et puis d'un coup, l'écran se met à dire « ça va Léo ». Oui, c'est-à-dire qu'en fait, plutôt que de faire partir le film, en fait, s'inscrit à l'écran la phrase « Est-ce que ça va Léo ?» Il se trouve que lui, il s'appelle Léo. Donc sur le coup, ça l'amuse. Ouais, il comprend pas trop. Il se dit bon, bah c'est une coïncidence, c'est le film qui démarre, c'est le générique. Il capte pas trop. Mais après, la phrase disparaît et réapparaît à nouveau. Et de nouveau, apparaît la phrase « Est-ce que ça va Léo ?» Voilà. Et là, donc, il se tourne vers cette voisine à qui il n'avait pas parlé. Et il lui dit « c'est drôle, je m'appelle Léo ». C'est ça. Voilà. Et donc, va s'engager entre ces trois personnages, puisque l'écran, finalement, est un personnage à part entière dans ce roman. Et donc, il va se mettre en place un jeu de questions-réponses, une histoire de thérapie, hein, finalement, puisque cet écran va poser des questions à Léo, auxquelles Léo va répondre difficilement au départ. C'est ça. Et donc, on lui fait carrément une séance et on lui dit, ben, on fait le tour de la salle à cloche-pied. Cloche-pied, hop, l'esprit déconnecte. Quand il se rassied, il peut répondre aux questions. C'est ça. Alors, ce qui est marrant, c'est que vous l'analysez comme ça, l'esprit déconnecte, mais moi, quand je l'écris, je me dis juste, ce qu'il faudrait, c'est que l'écran demande à Léo de faire quelque chose d'inhabituel. Faire le tour de la salle à cloche-pied. Lui, il trouve ça complètement crétin, mais comme tout d'un coup, l'écran lui dit, si tu le fais, je te révélerai un secret derrière, oui, il y a une motivation. Oui. Alors du coup, il va se dire, et puis surtout, Théa qui est là va lui dire, vous n'avez rien à perdre, on est deux dans la salle. Puis elle a envie de savoir le secret, elle aussi. Et puis elle a envie de savoir le secret aussi. Et du coup, elle le pousse à faire ça. Et lui, comme il est quand même attiré par cette femme, il y a à la fois l'attirance, l'envie de savoir quel est ce secret, ce qui fait qu'il se dit, il n'y a rien de mal, je vais faire le tour de cette salle à cloche-pied. Ouais. Et donc là, il commence sur le pied gauche. Donc c'est vrai qu'en symbolique, le pied gauche, c'est le passé. Puis il arrive un moment où, hop, au milieu de la salle, il a une douleur au psoas qui est le muscle de l'âme. Et donc, il repart sur le pied droit vers son futur. Donc au niveau de la symbolique, finalement, du tour de salle à cloche-pied, donc peut-être qu'à l'écriture... Totalement instinctif. Voilà, mais ça fait partie de la beauté de l'écriture. Hein. C'est à un moment donné cette main qui répond... qui ne répond plus à notre pensée. Et donc voilà, finalement, il laisse derrière lui ce passé pour aller vers son futur. Et d'ailleurs, dans le roman, il fera d'autres tours à cloche-pied sans qu'on le lui demande. Voilà. Tout à fait, parce qu'en fait, c'est aussi, il se rend compte que cet exercice qui peut paraître complètement anodin, lui permet, d'une certaine manière, de lâcher prise.
C'est ça. Donc du coup, spontanément, il refait un tour de salle à cloche-pied quand soit il a une montée de stress, soit il sait plus quoi faire, soit il sait plus quoi dire, soit il se dit, allez, il faut de nouveau que je me mette en route. Et il refait un tour de salle à cloche-pied. Moi, au départ, je trouvais ça absurde, ça m'amusait qu'un gars fasse ça. Et en fait, je me rends compte que ça devient une sorte de rituel pour lui. Oui, voilà, c'est ça. Il remplace finalement, donc il faut dire qu'il a un métier qui est quand même assez particulier et très lourd, puisqu'il est nettoyeur de salles de crime ou de salles de scènes de mort. Oui, c'est ça, cleaner. Ouais, il est cleaner. En fait, c'est un métier je ne savais pas qu'il existait. Ce sont des gens qui interviennent sur des scènes de crime et qui nettoient les scènes de crime. Parce que voilà, quand un corps s'est décomposé, il pollue l'environnement et il faut qu'il y ait des professionnels pour pouvoir nettoyer ces lieux. Et il fait ce métier-là, ça existe. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises en France qui le font, mais lui, il le fait. Et je trouvais que c'était le pire métier du monde, quoi, pour moi, hein, parce que c'est vraiment un métier extrêmement dur, où il y a des odeurs, on est au cœur vraiment, pour moi, un peu du cauchemar. Et lui, il le fait, et il le considère comme un métier comme un autre, quelque part. Oui, et d'ailleurs, il parle à un moment donné de sa compagne et puis de certaines de ses amies, pas trop en dire, mais qui finalement, ce métier dérange les autres, mais lui, ça le dérange pas. Non, ça le dérange pas. Et en même temps, moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'il côtoie la mort. Oui, exactement. C'est-à-dire, vraiment, pour moi, c'était important de créer un personnage comme ça qui côtoie la mort, mais qui n'a pas une relation spirituelle avec la mort. Non, il a une relation très concrète. Il est même au-delà d'elle, puisqu'il nettoie ce qu'elle a fait. Ouais. Ça, c'est votre analyse qui est juste aussi. Donc dès le début, on le sent pousser dans ce cinéma. Donc au niveau de l'écriture, vous le lirez, vous le découvrirez. Mais voilà, il y a au niveau des verbes, il y a des impératifs, les phrases sont courtes. Voilà, il faut vraiment qu'il rentre. Il est jeté dans cette salle. Parce que, évidemment, quelque chose va se passer. Donc, il ne faut pas trop en dire, parce qu'on ne le lâche pas, le livre. Dès qu'on le commence, c'est vrai que tout s'enchaîne. Cet écran, alors moi je me suis beaucoup attardée sur ce personnage-là, finalement, parce que l'écran, il est double. Ok. Soit il est objet d'ouverture et de fermeture, d'accord. Soit il va être objet d'exposition et de dissimulation. Mais il y a toujours cette dualité, cette opposition, hein, qu'on retrouve dans le roman. Parce que Léo, il a envie de faire des choses, mais il ne se donne pas forcément les moyens de le faire, parce qu'il se dit mais non. Théa aussi, elle dans une position où ils sont un petit peu en dualité tous les deux, hein. C'est un peu le chaud, le froid, et finalement, cet écran, on a l'impression que c'est un petit peu l'arbitre, mais voilà, on a du mal à gérer un petit peu, à cerner Théa, mais après on comprend, et chacun se fera sa propre opinion de ce personnage de toute façon. Le personnage de Théa, c'est un peu un personnage qui est à la fois neutre, et en même temps une sorte de révélateur, c'est-à-dire que c'est elle qui va le pousser un peu dans ses retranchements par le biais à la fois de la séduction naturelle, hein. On ne va pas imaginer une histoire incroyable entre deux, c'est pas le sujet du livre, mais il y a quand même une relation un peu comme ça de séduction, ce qui fait que lui va se sentir un peu poussé et obligé par lui-même, hein, à aller plus loin. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a une sagesse, ce personnage de Théa, qui est j'aimais bien l'idée de la trinité entre Léo, Théa et l'écran. Oui. Et qu'en fait, l'écran, on va dire, en quelque sorte, c'est Dieu. Et puis Théa, elle est mi-homme, mi-dieu, quoi. Elle est entre les deux, quoi. C'est elle qui va à la fois pousser Léo, c'est elle qui va traduire l'écran, et j'aimais bien cette interaction entre les trois. Ouais. D'ailleurs, physiquement, c'est presque une déesse, hein. Oui. Dans la description, c'est vrai que elle a les cheveux donc longs, elle est vraiment. Oui, moi j'aimais bien, comme on est dans une salle de cinéma, j'aimais bien qu'elle ait quelque chose de très hollywoodienne, quoi. Elle avait quelque chose d'un peu de Ava Gardner, Lauren Bacall, quoi, des espèces de beauté froide comme ça. Oui. Cette femme est étrange, elle fait jeune, mais elle n'est pas jeune. Elle fait vieille, mais elle n'est pas vieille. Son visage a pris un emprunt sur le temps, sa chevelure brune donne le sentiment qu'elle vient d'être repeinte. Une brillance naturelle, mais pas du tout habituelle.
Les yeux qui lui servent pour voir sont marron chaud, le marron des châtaignes. Un marron clair qui vire au kaki quand elle chope la lumière des encastrés du plafond, ce qui lui donne un regard de chat. C'est une femme qui perce, transperce. Oui, ben voilà. Voilà. Moi, j'écoute ça comme si c'était pas moi qui l'avais écrit. Je me dis, il y a des choses qui sonnent, c'est pas mal. C'est bien, hein. Non, mais voilà, et c'est vrai que donc, dans votre écriture, il y a aussi ces énumérations qui nous permettent de voir donc, une voix de ventre profonde, envoûtante, glaçante, chaleureuse. Et c'est vrai qu'elles nous permettent de voir finalement Léo qui aperçoit cette femme et puis qui va la découvrir, la scruter. Et donc ces énumérations vont se multiplier ensuite. Tout à fait. Mais voilà, cette femme, c'est vrai qu'elle a une allure de déesse grecque, on l'imagine, très longue, très grande, très longiligne. Oui, une beauté froide et en même temps une sagesse comme ça. Oui, c'est vrai, il y a quelque chose d'une divinité, oui, tout à fait. Ouais. Donc voilà, on a parlé donc de ce triangle. Il y a énormément de peurs, parce qu'on apprend au fil de l'ouvrage donc que Léo a des peurs. Ouais. Les peurs, c'est le doute, et le doute, c'est l'ombre. Souvent, quand on se met on a dans notre cerveau une peur qui se met, on commence à douter, et puis la peur s'amplifie, qui amène une autre peur, etc. Et finalement, donc il y a beaucoup de peurs qui sont, on va dire, superflues, hein, de rater l'heure du camion poubelle, d'être en retard, etc. Et finalement, ces vraies peurs, ces petites peurs lui permettent de camoufler ses véritables peurs. Oui. Voilà. Oui, c'est juste. Donc il déteste arriver en retard, mais voilà. En revanche, c'est vrai que suite à l'écran, il va faire des choses auxquelles il n'avait pas pensé avant ou qu'il n'avait pas osé. Et là, voilà, ce moment-là, ces 2 heures à lui vont lui permettre de se lâcher, d'ouvrir des portes et d'en ouvrir aux autres aussi. C'est ça. L'idée, c'est que moi, ça m'intéressait de plonger quelqu'un qui ne s'attend pas à une expérience, qui ne s'attend pas à ce qu'il va vivre. Voilà. Au contraire, il veut rien vivre. Il veut rien vivre, il veut voir un film. Ouais. Voir un film, généralement, c'est quelque chose d'assez passif. On s'installe dans un siège, puis on voit un film. Là, pour le coup, il va se retrouver happé, et surtout, on va vraiment lui poser des questions, et on va venir le chercher. Et lui, au départ, il résiste, ce qui est assez logique, parce qu'il est venu juste se détendre. Et en fait, petit à petit, il va se prendre au jeu, parce que c'est quand même une forme de jeu, et on va lui poser des questions très simples, en lui disant, au départ, est-ce que ça va? Mais rien que le fait de dire à quelqu'un, est-ce que ça va? Au départ, par automatisme, on dit, oui, ça va. Mais quand on dit vraiment à la personne, est-ce que réellement ça va? Là, ça commence à rentrer dans l'intime. Et en fait, tout ce qui va se passer durant ces 2 heures, ça va être une plongée dans l'intime de cet homme qui résiste au départ, qui effectivement a plein de peurs, des pudeurs déjà, toutes simples. Et puis, il y a des peurs beaucoup plus profondes, beaucoup plus fondamentale qu'on a tous en nous, qui va pas trop vouloir affronter et qui va vouloir, je dirais, un peu contourner. Mais comme on est dans un moment de vérité qui va durer 2 heures, petit à petit, il va s'acheminer vers cette vérité, quoi. Exactement. Et on va traiter donc des problématiques, on va traiter de la paternité, on va traiter de son rapport à la mère, de son rapport à la famille. Et c'est vrai que le récit est entrecoupé. Donc là, par exemple, on a donc le cleaner, hein, vous expliquez ce qu'est ce métier. C'est une interview qu'il a donnée au Journal du Coin, qui explique un peu son métier, ouais. Ensuite, on va avoir une lettre qu'il avait écrite donc à sa mère quand il avait 7 ans. Et c'est vrai que, moi, la lettre, elle m'a beaucoup touchée. Elle est terrible, cette lettre. Et c'est vrai que finalement, voilà, on se rend compte que on va passer son rapport à la femme, son rapport à la famille, son rapport à sa fille. Parce qu'il a quand même... Alors, c'est toujours les rapports avec des femmes, hormis avec son employeur. Qui est un homme, mais sinon, c'est l'image de la femme quand même qui revient généralement. Ouais. Il a un rapport aussi avec sa fille, donc on voit le mot de sa fille, et donc c'est vrai que voilà, les rapports sont tendus, et à partir de là, voilà, tout va s'ouvrir. Vraiment, cette salle de cinéma fait un déblocage. Et alors après, il ne faut pas trop en dire, il faut vraiment le lire pour le découvrir. On en a dit pas mal, déjà. Beaucoup, là, on va s'arrêter. Mais non, mais c'est vrai que voilà, alors, je vais revenir sur l'écriture. Donc c'est une écriture très très fluide. Vous nous parlez, donc on se sent vraiment dans la confidence. On On est spectateur et on a l'impression, nous aussi, d'être dans cette salle de cinéma, finalement. D'accord. Il y a beaucoup de jeux de mots sur les bruits, les sens au niveau de la vue, au niveau de l'ouïe, vous développez énormément. Donc on a l'impression de tout. Je crois que c'est quelque chose chez vous qui
Qui est puissant. qui est puissant. Ben ça c'est mon côté un peu synesthète, c'est-à-dire que j'ai l'ouïe très très fine, ce qui fait que j'entends tout autour de moi. Et tout à l'heure quand on faisait les réglages son et que vous me disiez mais vous l'entendez ce son? Et moi je disais ouais il y a un petit son qui est bizarre. Oui donc voilà les sons, les odeurs, les lumières, tout ça, c'est quelque chose de sensible. Vous en parlez dans cet ouvrage Fort comme un hypersensible dont on parlera tout à l'heure. Mais voilà, donc c'est vrai que vous jouez beaucoup là-dessus. Sur l'ouïe, tout ça, quand elle arrive, le zippage. Alors il y a beaucoup de mots, de néologismes, de mots inventés, le zippage du sac à main, tout ça. Parce que j'adore jouer avec les mots, moi, et je trouve que c'est cette liberté-là que je me suis accordée, parce que moi, au départ, je me sens pas vraiment auteur, quoi, et à partir du moment où on m'a donné la liberté d'écrire un roman, je me suis dit, bah, je vais vraiment écrire ce qui me vient, tel que ça me vient, et c'est vrai que le mot zipper existe, mais le zippage, non, ça n'existe pas, c'est pas grave, je vais l'inventer, et j'adore cette liberté-là, ouais. Ah, il y a chautiller aussi. Moi, chautiller m'a beaucoup plu. Ouais, se faire chautiller. Ouais, il y a quelque chose de chautiller. Ça veut dire en gros, c'est un mélange de comment dire, c'est quand quelque chose vous chautille dans ma grammaire, pardon, le lapsus c'est intéressant. Chautiller, c'est à la fois chaleureux, sautillant. Enfin, il y a quelque chose d'excitant. Ouais, il y a quelque chose qui vous chautille. Ouais. Parce que des fois, ça pique un chouille aussi. Oui. C'est pas un chouïa, c'est un chouille. Voilà. Donc voilà, il y a d'écriture, il y a beaucoup d'humour. On retrouve votre humour, et votre sensibilité également. Et peut-être aussi que dans le personnage de Léo, à travers ce personnage-là, on retrouve un petit peu des traits de Maurice Barthélémy. Quand on écrit, c'est une thérapie, l'écriture est thérapeutique. Oui, le personnage, il est très proche de moi, il est très proche de moi, même s'il y a une partie fictionnée, il y a aussi une partie totalement vécue, ça c'est certain. Donc notamment la paternité, j'imagine, c'est vrai que quand il parle de la paternité, il dit que ça a été une de ses plus grandes joies. Alors, vous le lirez le passage parce que vraiment c'est extraordinaire, mais c'est vrai que voilà, il y a la joie de la paternité où le papa qui assiste à l'accouchement arrive à un moment où il faut qu'il se coupe de ses émotions parce que sinon il est submergé. C'est vrai. Ouais, moi j'ai vécu ma paternité d'une façon très étrange parce qu'au départ j'étais très détaché moi. C'est-à-dire que quand on allait faire l'échographie, je faisais pas du tout le rapprochement entre l'image de l'échographie et ce qu'il y avait dans le ventre. Pour moi, on était en train de me montrer un film. C'était pas la réalité. Et ça m'a fait pareil au moment de l'accouchement. J'étais en salle de travail. J'avais totalement un sentiment de m'extérioriser de moi-même et d'assister à ça sans émotion. Mais parce qu'en fait, l'émotion était tellement grande qu'il y a un moment, il y a le disjoncteur qui saute. Et on est complètement spectateur d'une situation. Et il a fallu que petit à petit, j'aille au compteur et que je remette le disjoncteur en place et que je ressente les émotions telles qu'elles devaient être ressenties. Ouais. Et alors, vous l'avez ressenti à quel moment? Ça a pris du temps parce que pour moi, et pour pas mal de pères, vous les femmes, vous portez l'enfant pendant 9 mois et vous le sentez. Mais nous, ça reste un concept. C'est-à-dire que nous, on se dit, c'est quand même très bizarre parce que à un moment, avec la mère de mon enfant, on s'est retrouvé au lit et puis 9 mois plus tard, on se retrouve dans une salle de travail, ça hurle, il y a des gens qui... Voilà, et là, on se dit, mais c'est totalement improbable comme situation. Donc ça, l'acceptation, elle est dure à... Alors, pour certains, c'est totalement inné, et tant mieux pour eux, mais pour d'autres, comme dans mon cas, par exemple, moi, je pensais que c'était... J'étais vraiment... il y avait une distorsion de la réalité, quoi. Et il a fallu que... je dorme dans la chambre d'hôpital de la maternité pour pouvoir avoir un contact avec ma fille, pour pouvoir la prendre dans les bras. Et au bout d'une semaine, j'ai compris que cet enfant était la mienne. Mais avant, c'était pas si évident. C'est pour ça qu'on fait le plus souvent, enfin maintenant on le fait très souvent, le pot à pot avec le papa. Ouais, c'est hyper important, tout à fait. Parce que c'est vrai que c'est important, et pour le bébé et pour le papa d'ailleurs. Ah ouais, c'est certain. Donc, cette œuvre, ça pourrait être une pièce de théâtre. Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai qu'on est en huis clos,
On imagine, et puis en plus on visualise très très bien à la lecture le personnage et tout ce qui se passe, donc c'est vraiment, ça se joue devant nous. Hein. Oui, oui, effectivement, ça pourrait être une pièce de théâtre, ça pourrait être aussi un film intimiste aussi. Pardon. Et vraiment, moi, comme je viens de là, hein, je viens du cinéma et du théâtre, j'ai écrit ce roman. Je voulais qu'il y ait vraiment des passerelles entre ce que j'avais fait avant et ce livre. Donc oui, oui, c'est à la fois un film, une pièce de théâtre et un bouquin. Oui. Tout ça en 120 pages. Donc j'ai envie de dire, c'est très pratique. Hein. Franchement, oui. Ouais, alors là, vraiment. C'est tout en œuvre. Non, mais c'est vrai que puis on le voit bien, le rythme s'accélère à certains moments, donc on sent qu'il y a un rebond. Et cet ouvrage, c'est une véritable leçon de vie, en fait. Merci. Parce qu'on peut tous trouver un cinéma et ça peut arriver à tout le monde. Et c'est vrai que souvent on ne prend pas le temps. Et justement, ce que nous dit le narrateur et ce qu'il dit au lecteur, c'est prenez le temps, posez-vous. Et vous allez voir, ce qui vous paraît une journée de merde peut se révéler justement une journée où tout change, et où il y a un avant et un après. Ouais. Parce que pour Léo, il y a un avant et un après. Clairement, entre le moment où il rentre dans cette salle et au moment où il va ressortir, sa vie va changer. Mais c'est surtout, en fait, j'ai constaté que souvent les gens attendent des réponses ailleurs, quoi. Mais en fait, les réponses, elles sont en nous. Bien sûr. Et il suffit qu'on prenne un peu de recul sur nous-mêmes pour trouver des solutions. Oui. Et surtout, ce que j'explique et ce que je raconte dans ce livre, c'est qu'il suffit d'un tout petit rien pour pouvoir enclencher vraiment un effet, je dirais, papillon, quoi. C'est-à-dire que il suffit simplement que cet homme se mette à faire le tour de la salle à cloche-pied pour tout d'un coup se rendre compte qu'il peut faire des choses inhabituelles dans sa vie et donc, à ce moment-là, lui-même prendre des décisions qu'il n'aurait pas prises si il n'avait pas enclenché ce processus de lâcher prise. Et donc, c'est juste... L'idée, c'est de se dire, oui, vous avez tous la solution en vous. Il faut juste, à un moment ou à un autre, vous autoriser à remettre en question certaines choses, à vous affranchir de la pression familiale, de la pression amicale, de la pression professionnelle, pour pouvoir prendre des décisions pour vous et celles qui vous correspondent surtout. Bien sûr. Et d'ailleurs, il y a un passage où on lui dit « Qu'as-tu demandé pour la dernière fois ?» Et il ne sait pas, en fait. Non. Parce qu'il est il est un petit peu, il a une vie robotisée, en tout cas. Il est dans ses habitudes, il est dans ses horaires, dans cette routine qui l'empêche, en tout cas, de vivre, finalement. Hein. Il est en survie. Oui, il est en survie, et puis il est surtout dans une sorte de... la vie qu'on a un peu dans les grandes villes, quoi. C'est-à-dire, on est pris par le rythme... On ne se pose pas trop de questions. Et j'ai l'impression que moins on se pose des questions, plus on s'enferme quelque part. Ah oui, exactement. Oui, oui, parce on se met dans un bocal hermétique, hein, finalement. Exactement. Et on se coupe petit à petit. Donc voilà, c'est important d'échanger, de transmettre et de se poser des questions. Je me pose toute la journée des questions. Et moi, alors moi, je m'en pose trop, moi. C'est pour ça que je bois autant d'eau. Donc, vous l'aurez compris, un ouvrage à lire absolument et à offrir. Donc, Maurice Barthélémy, l'expérience aux éditions Plomb. Alors, il y en a un autre aussi, oui. Voilà, qui est sorti donc, cette année également. Oui, tout à fait. Ce sont Sans penser, sans penser. Ce sont des petits aphorismes, des petites pensées quotidiennes que je poste sur Instagram, qui sont soit absurdes, soit crétines, soit parfois intelligentes, bizarrement, soit drôles, soit pas drôles. Et ça m'a beaucoup plu de le faire, parce que, et je le fais encore aujourd'hui sur Instagram, le fait de sortir une pensée par jour t'oblige à synthétiser ce que tu ressens. Et ça, je trouve qu'on devrait tous le faire, parce que quand on vit dans le monde dans lequel on est, c'est-à-dire avec ces guerres, ces épidémies, ces injustices, c'est important d'avoir un avis et surtout de mettre mais vraiment son avis de façon très claire. Et ça, c'est l'avantage voilà, ce sont mes petites pensées, ça vaut ce que ça vaut. Voilà, c'est aux éditions Plomb. Voilà. Donc ça, c'est bien, donc on va en prendre une. Au hasard. Donc il y en a plus de 365. J'allais dire, on est au début de l'année, vous pourriez en lire une par jour. Oui, tout à fait. Au hasard. Si vous avez raison, arrêtez de crier que les autres ont tort. Ah oui. Ça, c'est vrai.
Bah Parce oui, qu'en parce plus, que... ça énerve les gens qui ont tort. Bah oui, d'une part, et si vous avez raison, et vous avez Ça sert à raison, rien. ça sert à rien d'essayer de convaincre les autres. Ah, il y a mon téléphone qui sonne. Je vais... Ah, Comme ça, ça prouve qu'on est presque en direct. voilà, on est presque avec vous là. Donc, si un jour je devais écrire mon autobiographie, je commencerais par la fin. Les souvenirs sont plus récents. Donc voilà, donc vous avez plein de pensées, sans penser, aux éditions Plomb de Maurice Barthélémy. Et voilà. Il y a l'expérience aussi, donc ça à lire absolument. Et il y a celui-ci. Alors celui-ci, on vous découvre un peu plus personnellement, je dirais. Donc c'est pas vous qui l'avez écrit. Alors, oui, effectivement. Vous le dites dès le début. Oui, je le dis. Parce que ça a été écrit pendant le confinement. Et à l'époque du confinement, j'avais, je dirais, l'énergie d'une huître. C'est-à-dire, j'étais incapable de sortir quoi que ce soit. Vous me le confirmerez, mais je pense qu'on était dans une période très énergivore. Et c'était très, très compliqué de créer quelque chose. Et donc, quand les éditions de Michel Lafon m'ont contacté suite à un live sur Instagram que j'avais fait sur l'hypersensibilité, ils m'ont dit, on aimerait avoir votre témoignage, parce qu'on aimerait avoir le témoignage d'un homme qui parle de son hypersensibilité. J'ai dit, ok, mais en revanche, je ne peux pas l'écrire moi-même tout seul. Donc, est-ce que vous êtes ok pour que on fonctionne sous forme d'entretien avec une auteure, une autrice, et je demanderai à Charlotte Vils, qui est la personne qui m'a un peu drivé quand j'ai découvert mon hypersensibilité, qui apportera des précisions et des généralités sur l'hypersensibilité. Donc c'est comme ça qu'effectivement ce bouquin s'est fait à trois mains, si je puis me permettre. Parce qu'on en a deux généralement, pas trois. Mais bon, peut-être qu'il y en avait une qui n'en avait pas et l'autre n'en avait qu'une aussi. C'est possible aussi, effectivement. Il y a plein de possibilités. Donc voilà, donc cet ouvrage est très intéressant et il peut nous aider à comprendre parfois nos enfants aussi. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de personnes hypersensibles. Oui, on pense que c'est à peu près 20% de la population. Ouais. Oui. Et il y en a beaucoup qui s'ignorent. Donc voilà, cet ouvrage est très très intéressant. Alors, des projets. On va essayer de faire des films cette année. Ça fait longtemps que j'ai pas réalisé, donc j'ai 2 scénarios qui sont écrits et qui sont en voie de production. Super. Donc on laissera la priorité à celui qui sera prêt le premier. Le sujet du premier film, c'est l'histoire d'un agriculteur proche de la retraite, qui est quelqu'un de très fermé, très dur, assez raciste, qui un soir surprend sa fille dans la grange avec le commis qui est arabe, et lui, c'est impossible pour lui, quoi. Donc il se fâche très fort avec sa fille, il vire le commis, et le lendemain, alors qu'il est en train de passer sa moissonneuse-batteuse, il fait un AVC, et quand il se réveille 3 jours plus tard, il ne parle plus qu'arabe. Voilà. Donc ça, c'est le sujet du premier film. Et l'autre film, qui s'appellera Johnny B. Good, c'est l'histoire d'un père et de sa fille qui traversent un deuil ensemble. Et la petite fille a perdu sa maman d'un accident de voiture quelques semaines plus tôt, et a lieu son anniversaire. Et le père, pour ne pas doublement pénaliser sa petite, décide de faire cet anniversaire qui était programmé, quoi. Son petit cousin lui offre une tenue de cow-boy. Et elle a 8 ans, elle voit pas trop l'intérêt. Elle passe pas un bon anniversaire. Et le soir, quand elle se pointe dans le bureau de son père, elle est habillée en cow-boy. Et elle explique à son père que désormais, elle s'appelle Johnny B. Good et qu'elle va retrouver qui a tué sa mère. Et donc, elle va se créer un personnage de justicière qui fait que le père ne va pas vouloir lui dire, bon, maintenant, demain tu vas à l'école, tu y vas normal. Non, il va lui dire, ok, vas-y comme ça, quoi. C'est sa thérapie. C'est sa thérapie. Sauf que petit à petit, ce personnage de Johnny B. Good va prendre beaucoup d'importance, et il va avoir beaucoup de mal à dire à sa fille d'arrêter, quoi. Donc c'est l'histoire de cette relation entre ce père et cette fille, de ce deuil qu'ils traversent ensemble, et comment la petite fille va prendre presque le rôle de l'adulte en essayant de trouver le ou la responsable de la mort de sa mère, alors que son père est en train de perdre des pédales.
D'accord. Voilà. Bon, ben, très bientôt alors. Et espérons. Espérons. Ben oui. Donc en attendant, l'expérience, fort comme un hypersensible, et sans penser, chez Plomb. Voilà. Merci infiniment, Ben, Maurice c'était Barthélémy. un grand plaisir. Merci Virginie. bon, Merci pour toutes ces remarques très très justes et très pertinentes. Puis on attend le prochain ouvrage pour une autre émission. Espérons, avec plaisir. Merci beaucoup. Plaisir. À très bientôt. Au revoir.